Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode du podcast Le Salon du Livre. Je profite de cette occasion pour faire un petit coucou à Audrey, qui est une assidue du podcast et qui nous envoie toujours un petit message d'encouragement, de soutien. Merci Audrey et j'espère que cet épisode te plaira. L'histoire et les personnages qui l'ont marqué peuvent être, et l'ont même déjà été, de riches sources d'inspiration pour des romans. De tels récits s'inscrivent dans le genre littéraire appelé roman historique, un genre littéraire avec ses codes et ses exigences. Bien qu'il n'existe pas une définition consensuelle de cette forme romanesque, on peut s'accorder sur le fait que dans le roman historique, on remonte le temps. On voyage vers une époque que ni l'auteur ni le lecteur, au moment de la publication du roman, ont vécu. Dans son dernier roman publié en janvier 2020, aux éditions Emmanuel Colas, et intitulé Les 700 aveugles de Bafia, le romancier camerounais Moutlon nous fait retourner dans le Cameroun des années 30, en pleine période coloniale. Il utilise comme prétexte Daniel Bourdin, le personnage principal du roman, une jeune médecin des troupes coloniales françaises fraîchement arrivée au Cameroun. Le célèbre docteur Jameau, installé au Cameroun pour lutter contre la maladie du sommeil, qui fait des ravages dans la région, confiera la mission presque impossible à la jeune médecin d'aller chercher la fille du puissant chef local, Charles Atangana. Cette fille est coincée dans la région de Bafia, dont les populations sont au bord d'une révolte, suite à une bavure médicale qui a rendu des centaines de personnes aveugles. Dans cet épisode, Moutlon nous décrit les coulisses de la construction de ce très beau roman historique intitulé Les 700 aveugles de Bafia. Bonne écoute. Bonjour Moutlon, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour discuter avec toi autour du roman historique, en particulier autour de ton dernier roman, Les 700 aveugles de Bafia. Bienvenue encore. Merci. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais faire un peu mieux ta connaissance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens? Bon, merci. Je m'appelle Daniel Alain Segbe. Ça, c'est mon nom à l'état civil. Mais j'écris sous pseudonyme et j'ai choisi Moutlon. Peut-être tu me demanderas pourquoi. Mais Moutlon, c'est mon pseudonyme. Je suis né en 1973, je suis camerounais. Et je suis né. Cela va te sembler peut-être curieux, mais je suis né à Bafia. Je ne suis pas de Bafia. C'est vrai que j'ai écrit les 700 aveugles de Bafia. C'est vraiment une pure coïncidence, mais je suis né sans être de Bafia, je suis né là-bas parce qu'à l'époque, mon papa était banquier et il travaillait là-bas. Je suis écrivain, j'ai 3 romans dans ma bibliographie. Il faut dire que j'ai été publié la première fois en 2013. Ce qui sortent dans la Ligue qui a obtenu le prix Amadou Kourouma au Salon du Livre de la Presse de Genève. Après, j'ai publié, et là je l'ai publié à Paris chez Grasset. Ensuite, j'ai publié La Procession de Charognard en 2015 aux éditions Clé à Yaoundé. Et maintenant, on va parler de mon 3e livre, Les 700 aveugles de Bafia, publié chez Emmanuel Colas en janvier 2015.
Que faut-il ajouter? Sinon que, outre mes activités de romancier, je suis technicien de télévision et à ce titre, je travaille comme moniteur à la CRTV, qui est la télévision d'État au Cameroun. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu as une belle enfance? Oh, allez, je suis même nostalgique de cette période. J'ai beaucoup aimé mon enfance, surtout la France que j'ai passée à Kaby. C'était entre 1978 et 1982. Je trouve que je n'aime pas beaucoup les grandes métropoles. Je vis actuellement à Douala et disons qu'on s'y fait parce qu'on travaille. Et donc, cette période de mon enfance m'est restée dans les souvenirs et je la revois tout le temps. Mais globalement, j'ai eu une enfance très joyeuse, très plaisante. Mais comment on part de technicien à romancier? Bon, il se trouve que moi, j'ai toujours été en fait essentiellement littéraire, alors que j'ai suivi un cursus scientifique. À l'école, j'avais le malheur d'être un peu bon partout, que ce soit en lettres, que ce soit dans les sciences. Et quand je suis arrivé en troisième, quand il a fallu m'orienter vers la seconde, ici au Cameroun, c'est en troisième où j'ai choisi de continuer en lettres au 15, de faire des sciences. J'avais opté pour les sciences parce que je pensais pouvoir tenir en sciences sans perdre le goût des langues. Alors que si je partais en langue, il était à craindre que je ne sois pas assez formé de manière scientifique, que j'abandonne les sciences. Alors, comme j'avais de bonnes notes en langue et en sciences, j'ai opté pour les sciences. Comme ça que je me suis retrouvé dans les filières scientifiques. Par la suite, j'ai fait l'université de Yaoundé. Là-bas, j'ai fait sciences naturelles. Après, quand l'université est devenue à la faveur de la réforme universitaire de 1993, Yaoundé 1 est né et j'ai choisi biochimie. C'était une filière qui n'existait pas à l'époque de l'université. Tout le monde allait faire sciences naturelles quand on avait un bac comme moi. Et donc, j'ai continué en cursus scientifique tout en gardant ma passion des lettres, celle qui me conduit à travers depuis l'enfance, c'était une dynamique de lecture. Et plus tard, j'ai commencé à écrire. Donc, je suis un scientifique par formation et un littéraire essentiel. Aujourd'hui, on veut parler du roman historique et j'ai voulu qu'on s'inspire de ton dernier roman, Les 700 aveugles de Bafia, qui est écrit dans un univers assez particulier dans l'histoire du Cameroun. Elle se déroule dans un moment de l'histoire du Cameroun où la maladie du sommeil est en train de faire des ravages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, Les 700 aveugles de Bafia, de manière très ramassée, c'est un peu l'odyssée d'une jeune dame, une Marseillaise, ça veut dire une Européenne, qui débarque en 1929 au Cameroun. Elle est médecin des troupes coloniales. C'est à ce titre qu'elle arrive au Cameroun parce qu'elle est affectée auprès du docteur Jamou, qui avait monté au Cameroun une mission sanitaire pour combattre la trypanosomia, que l'on appelait de manière cruciale la maladie du sommeil. Et alors, cette jeune dame arrive et elle tombe pile au moment où Jamou a des problèmes. Il y a une révolte. Dans le roman, il y a une révolte des peuples bafia qui fait rage parce qu'ils ont remarqué que parmi eux, il y a des aveugles qui tombent par centaines tous les jours. Et donc, ce fait conduit à une rébellion qui s'envenime. Et Jamou étant le principal suspect, en fait, c'est vers lui que se tournent les griefs des Bafia. Il ne peut pas aller sur le terrain pour résoudre la question. Et donc, il fait appel à la jeune Marseillaise dont j'ai parlé, Daniel, et qui lui donne comme mission d'aller sur les lieux de la révolte pour expliquer une infirmière qui s'appelle Déborah Ivoire, qui est par ailleurs la nièce d'un grand chef indigène qu'on appelle Chalakana. On appelait Chalakana. Pourquoi il faut expliquer cette jeune fille? Parce que là où elle se retrouve empêtrée dans la révolte des Bafia, le conflit, en fait, la révolte pourrait dégénérer en conflit tribal, ce que Jamou ne souhaite pas. Et donc, il a recours à une jeune femme qui vient d'arriver, parce que lui, Jamou ne fait confiance à personne.
Il voit une jeune femme qui vient d'arriver et il présume de son innocence. Elle n'est pas embrigadée dans un dossier parce qu'à l'époque, en milieu colonial, tout était embrouillé. Elle est fraîchement arrivée, donc il a la certitude qu'elle n'est ni embrigadée dans un dossier, ni mêlée à quoi que ce soit. Et donc, il compte sur son innocence pour se présenter en terre Bafia et expliquer Déborah une fois. Et donc, en ce sens, ce roman est d'abord l'aventure de cette jeune femme. Sauf que le contexte est explosif. Et c'est là la partie historique du roman parce que nous sommes en 1929 et effectivement en 1929 au Cameroun, on a eu le scandale des aveugles de Jamou. Ça, c'est la partie historique. Il se trouve qu'entre 1927 et 1929, Jamou, qui avait monté sa structure, comme j'expliquais tout à l'heure, et qui recevait et affectait des médecins de tout colonial, avait envoyé à Bafia un certain Henri Monnier. Et Henri Monnier a effectivement vécu. Il est arrivé à Bafia et il lui revenait de piloter les unités parce que la trypanosomia c'est une maladie très virulente qui faisait en sorte que les malades n'étaient pas en état d'aller à l'hôpital. Et donc, il fallait que l'hôpital aille aux malades, d'où l'institution des unités sanitaires. Et Henri Monnier, arrivé à Bafia, se met à faire des expérimentations du fait que les peuples bafias ne réagissent pas au traitement normal. Donc, il double la dose de trypazamine. La trypazamine étant le médicament, la potion qu'on utilisait à l'époque et qui est dérivée de l'arsenic. Et quand je dis arsenic, comprenez rapidement quelque chose de toxique. Il double la dose, il la triple, il a de bons résultats. Sauf que quelques temps après, il y a des effets secondaires qui induisent des aveugles parce que la trypazamine à haute dose attaque le nerf optique. Et donc, 8 mois après les premières injections, les aveugles commencent à perler dans tous les villages bas. D'où la révolte. Et Daniel, qui arrive à ce moment-là, est envoyé dans ce contexte. Et donc, tout le long du moment, on va l'accompagner à travers les villages basiques qui sont infectés de gens en colère et d'aveugles. On va essayer de comprendre comment se manifestait la maladie. Est-ce que Damien réussira dans sa mission? Parce que de cette mission, de la réussite de sa mission dépend, on peut dire, la stabilité, non seulement de la subdivision de Bassa, Oui. mais de tout le Cameroun colonial de l'époque. Donc, de manière résumée, voilà de quoi il est question dans le texte sans avis. Tout à fait. Il faut préciser que Damienne Bourdin, elle a aussi ses raisons personnelles à elle de réussir cette mission, que je ne vais pas dévoiler. Hein. Ceux qui iront lire le livre vont le comprendre. Donc, elle est motivée parce qu'elle veut réussir la mission que son patron lui a donnée, mais elle a des motivations personnelles aussi qui sont assez intéressantes. Donc, ce que tu viens d'expliquer comme contexte, c'est un contexte qui est vrai, c'est un contexte réel dans l'histoire du Cameroun. Bien que le contexte soit un contexte réel qui a vraiment existé dans l'histoire du Cameroun, le livre reste une fiction. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses cette histoire-là pour écrire une fiction dessus? Parce qu'il y a plein de choses intéressantes à piocher dans l'histoire du Cameroun ou l'histoire des autres pays. Mais pourquoi cette histoire en particulier? Oui, tout à fait, Franck. Il faut dire que je suis tombé par hasard sur l'affaire Jamou. En faisant des recherches sur un autre sujet, j'avais un autre projet de livre. Et donc, je suis tombé sur l'affaire Jamou qui m'a tout de suite révélé son potentiel romanesque. Et donc, j'ai décidé d'en faire une fiction, quitte à continuer le projet initial par moi. J'ai donc entamé des recherches pour réunir cet élément parce qu'il fallait quand même camper la fête historique. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'est tombé dessus de manière très forte et qui a déclenché à moi l'envie d'en faire un roman. D'accord. Mais est-ce que tu étais déjà au courant de cette histoire avant? Ou tu avais juste entendu parler de ça un petit peu, mais tu n'avais pas vraiment creusé? Absolument pas. Je n'avais jamais entendu parler des aveugles de Jamou. Or, j'ai bien étudié Jamou à l'école comme tout le monde au Cameroun. Ça m'a d'autant plus frappé que quelqu'un qui lit beaucoup comme moi, pour rendre compte, j'entendais parler des aveugles de Jamou pour la première fois.
Et ça s'était passé à moins de 150 km de Yaoundé. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne sache pas. Et je parie que beaucoup de Camerounais qui liront mon roman entendront parler de ces aveugles pour la première fois. Alors que ces gens-là, je vous dis, les aveugles de Jamon ont vécu jusqu'à dans les années 80. Je crois que le dernier de ces aveugles est mort en 1993. Donc, ils sont restés présents tout au long de l'histoire. Et on a vraiment mis le couvercle sur l'affaire Jamon. Et ça m'a beaucoup intéressé. Le challenge était non seulement romanesque, mais aussi historique. Moi, je me suis dit, ben, attendez, pourquoi on n'en parle pas? Je vais essayer d'en parler et on verra bien. Donc, j'ai fait ce moment. D'accord. Et alors, par où tu as commencé pour tes recherches? Parce que je suppose que quand on tombe sur un sujet pareil, on a envie d'écrire dessus, mais il faut bien commencer quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement de tes recherches? Après avoir agité l'idée dans tous les sens, j'ai compris deux choses. La première chose, c'est que je ne pouvais pas rester cantonné dans... parce que je ne suis pas historien, je suis romancier. Donc, il fallait déjà faire un roman. Exact. Et qui dit roman dit fiction. Donc, il fallait créer une histoire romanesque et me servir de l'affaire des aveugles de Jamon comme une toile de fond. Donc, c'est ça le but du jeu. Et donc, cette toile de fond devait quand même être, sinon réaliste, mais du moins vraisemblable. Il m'a donc fallu reconstituer toute la scène de 1927 avec l'arrivée du docteur Henri Monnier. Et là, on n'est pas dans le roman, on est vraiment dans l'histoire. Dans la réalité, oui. Oui, dans la réalité. Tout commence en 1927 quand Henri Monnier débarque à Bafia. Jusqu'en 1929, parce que pendant 2 ans, il va régulièrement bombarder les populations des 17 villages de Bafia, de Kiparzamid, de triple dose de Kiparzamid. Il fallait reconstituer tout ça, il fallait déjà comprendre d'où est venu le mal. Et donc, j'ai fouillé dans tous les sens pour, premièrement, comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi les gens étaient aveugles? Quelle est la bavure résidait, elle était cachée à quel niveau? Et donc, j'ai découvert que le produit que Jamon utilisait, la Kiparzamid, était un dérivé de l'arsenic. Jamon avait codifié, conscient des dangers, lui, il avait codifié le traitement. Et il envoyait des médecins de toute coloniale. C'est un chemin arrivé, il y en a qui arrivaient en Afrique sans avoir vu un noir. Il y en a qui arrivaient sans avoir même vu un malade qui parlait bien. Donc, on les envoyait à Ayos pour 1 mois d'acclimatation. Jamon avait monté à Ayos un centre d'instruction parce qu'il fallait aussi former des indigènes à l'application du traitement. Parce qu'il fallait vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Imaginez, il fallait entrer dans tous les villages, il fallait le faire régulièrement. Donc, les quelques dizaines de médecins de toute coloniale qu'on envoyait à Jamon, les instances sanitaires ne suffisaient pas. Donc, quand tu allais à Ayos, une fois débarqué du bateau, tu passais 1 mois à te familiariser avec le traitement que Jamon avait codifié. Henri Monnier l'a fait. Et donc, tu allais à ton poste d'affectation. Pour lui, c'était la subdivision sanitaire de Bafia, où il est arrivé. Mais pour le malheur des populations de Bafia, elles étaient tellement infectées qu'elles ne réalisaient pas au traitement normal. Et Henri Monnier a pris sur lui d'entamer des expérimentations. Et après avoir doublé et triplé la dose de Kiparzamid, il a obtenu au début de bons résultats. Il a même été célébré par les chefs locaux. Il fallait reconstituer les villages Bafia pour faire paisible. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait 17 villages Bafia, des 17 villages qui étaient éparpillés autour du centre colonial de la circonscription administrative qui était Bafia. Il fallait comprendre comment se manifestait la maladie du sommeil, comment fonctionnait la mission de Jamon, comment elle lui avait été attribuée par un décret du ministre des colonies. Donc, la recherche, c'est avant même de penser à mon histoire romanesque, parce que par la suite, après avoir reconstitué toute la fête historique, il fallait pouvoir parler des peuples qui résidaient dans la subdivision, parce qu'il n'y avait pas que les Bafias. Il y a des Yambasa, il y a des Tikars. Il fallait pouvoir parler du centre des opérations qui est toujours là, l'hôpital Jamon qui est à Yaoundé,
d'où est parti Daniel. Et donc, après avoir reconstitué toute cette fresque-là, j'ai donc imaginé l'histoire de cette jeune dame médecin de truc colonial, en but à beaucoup de difficultés entre ses aspirations. Elle va être romancière. Et nous sommes à une époque où, même en France, on ne pense pas que les femmes soient bien classées pour écrire des romans. On lui paye beaucoup de chèques. Elle se fait rejeter dans plusieurs maisons d'édition. Allô, tu es toujours là? Oui, je suis là, je t'écoute. Voilà. Et donc, Daniel arrive en Afrique. L'Afrique est pour elle comme une dernière terre de salut parce qu'elle a complètement échoué chez elle en Marseille. Elle est finalement devenue médecin après avoir abandonné ce cursus pour tenter sa carrière de romancière. Et donc, quand elle arrive à Yaoundé, elle suit un peu le cursus imposé par Jameau, sauf qu'elle ne peut pas le terminer parce que Jameau lui impose cette mission. Voilà une mission dans laquelle elle ne peut plus se permettre d'échouer. Ayant échoué un peu partout en Europe, elle arrive en Afrique. Elle est pénaillée par le besoin de prouver qu'elle a la capacité pour s'imposer comme romancière. Pour le moment, elle est médecin du tout colonial. Ce n'est vraiment pas ce qu'elle souhaite faire, mais elle veut bien le faire. Et voilà cette mission qui lui tombe dessus. Et là, voilà, partie au diable ouvert, accompagnée d'un pilier et d'un interprète et Wondo. Bref, une aventure, une odyssée folle que j'espère bien faire passer à. Alors, c'est intéressant. Le personnage de Damienne Bourdin, c'est un personnage fictif, d'accord? Par contre, comme tu expliquais tout à l'heure, il a fallu que tu fasses le recoupement de toutes les informations sur l'histoire réelle de cet événement-là. Alors, est-ce que tu as eu des témoignages? Comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tu as eu des archives? Parce que c'est assez compliqué quand même. Je ne suis pas sûre qu'on a tout collectionné au Cameroun, on a tout gardé quelque part. Comment tu faisais pour savoir comment les gens vivaient à cette époque, comment ils s'habillaient, quelles étaient leurs habitudes sociales, ainsi de suite, pour rendre le récit authentique? Bon, il faut dire qu'il y a déjà beaucoup d'archives qui sont disponibles sur le net, pour commencer. Vous pouvez trouver des archives qui sont pour l'essentiel faites par des compagnons même de Jameau, parce qu'il y en avait qui écrivaient leur propre périple. D'accord. À l'exemple du docteur Chamon, à l'exemple du docteur Chamon, qui était un compagnon proche de Jameau, qui est arrivé et qui a raconté son périple et qui faisait des lettres et je suis tombé dessus. Tout ça est disponible sur Internet. Très bien. J'ai eu un témoignage de première main, celui du docteur Chambon, qui a longtemps officié comme instructeur au centre Ayos. On a même trouvé des photos où il apparaissait à côté de Jameau à Ayos et la maison en question est toujours debout. Je me suis rendu sur place. J'ai eu d'autres témoignages. J'ai lu un livre, celui de Jean-Paul Bado, un historien burkinabé, qui alors m'a permis de m'approprier complètement le fonctionnement de la mission Jameau. Parce que cet historien-là, je conseille à ceux qui sont passionnés par l'histoire de la maladie du sommeil, le travail de Jameau. Vous savez qu'après le Cameroun, Jameau, quand il a été débarqué du Cameroun, à la faveur de cette affaire, parce que cette affaire, elle est la cause du départ de Jameau du Cameroun en 1937. L'affaire des enfants, peut-être qu'on n'en parle pas. Après avoir été détenu quelques mois au Dakar, à Dakar au Sénégal, il est allé travailler au Burkina Faso, où il y a d'ailleurs en ce moment un hôpital Jameau. Et donc, cet historien burkinabé, Jean-Paul Bado, il a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Jameau et il a rapporté les faits qui se sont déroulés au Cameroun. Et j'ai lu tout son bouquin qui est paru en 2011 aux éditions Carcala. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait la mission Jameau. Ça m'a permis de comprendre comment le comportement qui avait été celui de Henri Monnier, le docteur qui avait été affecté à Bastia. Et donc, ne serait-ce que par ce seul bouquin qui est une pépite, j'avais déjà en perspective le côté médical de l'affaire. Mm-hmm. Comment était structurée la mission? Quels étaient les codes
comment Jamo en était arrivé au traitement et tout. Il ne me restait plus qu'à reconstituer le village Bafia. Et là, de notre côté, il n'y a pas assez d'appui. Mais j'ai été quand même aidé par le fait que dans l'un de mes précédents romans qui sort dans la nuit, j'avais pu reconstituer un village camerounais d'il y a 3 siècles, en 1705. Parce que l'action là-bas se déroule en 1705. Donc, j'étais un peu exercé sur les reconstitutions des villages d'autrefois, des années 50. Et donc, pour un village de 1929, ça n'a pas été très compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de réminiscences, il y a beaucoup de relances de cette période de ces années lointaines qui restent perceptibles aujourd'hui. Et quand on a un œil exercé, il n'est pas très compliqué de reconstituer en fait les lieux, les habitudes, comment les gens s'habillaient. Et surtout ça, il fallait pouvoir décrire le fonctionnement d'un village, les interactions entre les villageois, les indigènes, comme on les appelait à l'époque, et l'autorité ou les diverses autorités administratives. Voilà comment je peux donner de la crédibilité à ma fête. Oui, justement, à propos du langage, parce que tu as dit tout à l'heure les indigènes, comme on les appelait à l'époque. Ça m'a assez frappée dans ce roman où je sursautais parfois, je me disais qui parle? Parce que j'étais sensible à certaines choses. Étant camerounaise, étant africaine, il y avait des expressions assez péjoratives et assez clichés. Mais j'ai dû à chaque fois me rappeler moi-même que, attention, c'est une époque, c'est un univers, c'est un contexte bien particulier et c'est la voix de quelqu'un de ce monde-là, de cette époque-là. Alors, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il est difficile d'écrire aujourd'hui un roman historique authentique, donc c'est-à-dire qui va garder le contexte de l'époque qu'on a choisi? Est-ce qu'il est difficile d'écrire ce roman-là quand on connaît la sensibilité qu'il y a aujourd'hui dans le langage? On ne peut pas dire certains mots, on ne peut pas utiliser certaines expressions. On est à une époque quand même où on fait très attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Est-ce que pour toi, ça a été difficile d'écrire ce roman en ce qui concerne le langage? Je n'ai pas pensé au... Moi, j'ai pensé à faire une histoire digeste d'abord, parce que dans mon roman, il y a la petite histoire de Damien Bourdin qui se mélange à la grande histoire du Cameroun. Et moi, mon souci premier, c'était de raconter mon histoire. Je n'ai pas commencé par penser à comment on prendrait les termes. Et je me suis ingénié à mettre les termes dans la bouche des protagonistes. Ou bien, je me mettais parfois dans... vous allez remarquer que de temps en temps, on a l'impression d'être dans le corps de Damien. Tantôt, on est dans le corps du pygmée ou bien dans celui de Jamou. Et donc, les termes sont le plus souvent accolés à la personne qui voit. Quand c'est Damien qui voit, elle peut voir un indigène. Alors que quand c'est le pygmée qui voit, il voit un Yambasa ou bien il voit un Bafia. Quand c'est Jamou qui voit, il voit un indigène. Donc, c'est un peu comme cela. J'espère ne pas avoir assez de sensibilité, mais c'est comme ça qu'on percevait les choses à l'époque. Il y avait des indigènes. Il y avait un code qu'on appelait le code de l'indigénat. Ce n'est pas en niant cela qu'on fait aussi. Je ne sais pas, l'histoire, elle est là. Les choses comme le portage, les travaux forcés, je ne sais pas comment on va édulcorer tout cela, parce que ce n'est pas plaisant à entendre, mais il est de l'autorité publique que tout cela a existé. Et moi, je me suis mis dans le contexte de 1929 pour écrire mon roman. Je me suis transporté moi-même en 1929. Et en 1929, quand on appelait un Camerounais indigène, il ne pensait pas qu'on lui a fait offense. Tout à fait. La réaction que j'ai eue, en fait, c'est par rapport à mon époque, donc celle d'aujourd'hui. À chaque fois, il fallait que je me rappelle que je suis en 1929 et je n'ai pas à juger cette époque-là avec les critères d'aujourd'hui.
Donc, c'est pour ça que j'avais voulu connaître ton avis sur le processus d'écriture quand tu écrivais ces scènes-là. Alors, est-ce que tu vois un rapport, un parallèle entre cette époque-là et celle d'aujourd'hui? Comme par hasard, nous traversons un moment où il y a une pandémie dans le monde entier. Est-ce que ça t'a interpellé? Bon, moi, j'ai fini d'écrire avant la survenance de la pandémie actuelle. J'avais fini d'écrire, le roman était publié parce que pour un roman publié en janvier 2020, vous imaginez bien que le manuscrit était prêt des mois avant. Parce qu'il a dû suivre les étapes. L'édition, voilà. Passer dans les étapes de l'édition, il fallait que le manuscrit soit prêt avant. Et donc, je n'ai pas été influencé par la pandémie actuelle. Sauf qu'il y a quand même des choses qui reviennent. Vous vous rendez compte que en ce moment même au Cameroun, nous avons un problème de vaccination ici, en ce moment. Et figurez-vous que ce problème, en fait, vient de l'époque-là. Les gens se méfient des vaccins. Aujourd'hui, on a un problème au Cameroun où il y a des parents qui vont dans des écoles pour faire sortir les enfants parce que le vaccin contre la polio est obligatoire. Mais c'est de l'héritage qui nous fait quoi sur cette période. Les gens se méfient des piqûres depuis l'époque de Zamon, qui a laissé plus de 1000 aveugles sur le carreau. Et donc, voilà quand même près d'un siècle que cette affaire. Oui. Personne ne peut expliquer pourquoi les gens se méfient des vaccins aujourd'hui. Personne ne peut le comprendre s'ils ne se réfèrent pas à cette affaire-là. En fait, ça vient de là. Absolument. Vous voyez, donc il y a une relation partielle, une relation. À l'époque, vous savez, le scandale avait été passé par fait de profil. On n'en a pas parlé. On a fait croire au Bafia qu'il souffrait de bilharziose, la cécité des litières, alors qu'en fait, ils avaient été, pour ainsi dire, bombardés de sulfasamide. C'était un scandale, une bavure médicale en bonne et due forme. Mais je crois que tout le monde n'a pas été juste. Et il y a des gens qui sont rétifs au vaccin depuis cette époque jusqu'à l'heure actuelle. Et cette pandémie est revenue réveiller tous ces tourments-là qui font que les gens regardent la médecine occidentale avec une certaine méfiance. Donc, en fait, selon toi, il y a une transmission de la peur de génération en génération, bien qu'aujourd'hui, on ne puisse pas expliquer d'où vient cette peur-là. On réagit par peur, mais sans connaître l'histoire, en fait, d'où vient la peur, en fait. C'est à ce niveau, je pense que nous avons intérêt à revenir sur beaucoup de points de notre histoire, la vraie, parce que l'histoire qu'il y a dans nos manuels scolaires, elle nous est imposée, en fait, elle nous est guidée par le colon, qui ne pouvait pas faire une histoire à charge contre lui-même. Et il faut revenir sur... Il y a plein d'épisodes historiques comme cela qu'il va falloir écrire. Et pour que cela se passe dans des conditions les meilleures, il va peut-être falloir que nos historiens, moi je suis romancier, j'ai fait un roman, et pu compter sur les travaux de quelqu'un comme Jean-Paul Badeau pour créer un fait historique. Mais je crois qu'il est plus que jamais temps qu'on réécrive la vraie histoire. Parce qu'il n'est pas acceptable que dans un pays comme le Cameroun, on ait vécu une telle catastrophe et que personne ne soit au courant. Parce que dans les années 40, 50, 60, 70, pullulaient encore dans les villages d'affaires, les aveugles de Jamou. Le plus résistant a vécu jusqu'à 1996. Il va avoir peut-être 5 ans à l'époque des faits. Et vous ne comprendrez pas, quand quelqu'un est rétif au vaccin, actuellement, vous ne pouvez pas lui parler si vous ne revenez pas pour exorciser ce mal qui vient des années 20, où des indigènes, entre guillemets, des Noirs, allaient, vous allez le lire dans mon roman, ils allaient de manière très volontaire au devant de la médecine occidentale. Ils anticipaient même en se mettant eux-mêmes en rang quand ils savaient que les équipes médicales sont prêtes. Et qu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui sont lettrés, mais qui s'opposent à ce que leurs enfants soient vaccinés. Il y a une raison. Et cette raison, elle est dans l'histoire. On ne dit pas.
je pense qu'il faut qu'on raconte aux gens que ce qui s'est passé à Bakia était un accident. C'est un accident. Ce n'était pas une expérimentation voulue. Jamo, qui a payé le plus fort, était innocent parce qu'en fait, c'est Henri Monnier qui était allé peut-être embrumé par la soif de reconnaissance. Du zèle aussi, un peu. Oui. À l'époque, on avait Albert Schweitzer au Gabon, qui était déjà devenu star, Jamo au Cameroun, qui paraissait dans de grandes revues scientifiques. Peut-être que Henri Monnier aspirait à être comme Albert Schweitzer ou le docteur Jamo. Et donc, c'est lui qui s'est livré à des expérimentations que Jamo a dû assumer parce qu'il était le leader. Il faut raconter aux gens que ce n'était pas prématuré. Parce que sinon, moi, je pense qu'on devrait vacciner. Et je veux vous dire, l'action de Jamo, moi, je pense que Jamo mérite sa place dans le livre d'histoire. Je suis contre le fait qu'on ne dise pas la vérité quand on avec ce matin. Mais Jamo mérite quand même sa statue qui est à Yaoundé. Parce que je vous garantis que la maladie du sommeil était plus dangereuse que le sida. Et mélangé au paludisme qui existait déjà, sans l'intervention de Jamo, le Cameroun perdait au moins la moitié de sa population. Et donc, Jamo a fait œuvre utile. On ne peut pas résumer toute son œuvre à l'incident de Bakia, qui est même du fait d'un zèle d'un médecin de troupe coloniale qui n'était pas le responsable de la structure. Mais il faut expliquer tout ça aux gens. Tout à fait. Parce que ceux qui refusent qu'on vaccine leurs enfants contre la polio actuellement, parce qu'ils courent des risques. Et si la médecine occidentale avait essentiellement pour but d'anéantir les Africains, vous pensez que depuis le temps qu'on a fait des pilules en pharmacie, que nous ne fabriquons pas, on serait toujours là pour en parler? Et donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de la question. Au lieu de cacher la vérité de ce qui s'est passé à Bakia, il faut la raconter, comme je l'ai fait, que les gens comprennent que c'était un accident et qu'on ne se défile pas quand on a la preuve qu'un vaccin est de qualité, parce que la poliomyélite a quand même été, elle a été boutée hors de l'Afrique par ces vaccins-là. Et il ne faut pas courir le risque qu'elle revienne. Tout à fait. Donc, il y a un côté politique intéressant que tu as effleuré dans le livre, qui est les luttes d'influence qu'il y avait dans le milieu médical à cette époque-là. Et on a vu, ça continue jusqu'à aujourd'hui. On revient sur le Covid et les différents camps qui se tirent dessus. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le fait que le docteur Jamo avait réussi à convaincre le ministre de la métropole de tutelle de lui donner un budget spécial pour le travail qu'il faisait au Cameroun. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bon, voilà ce qui s'est passé. Jamo était arrivé au Cameroun en 1921. Il a entrepris un premier tour au Cameroun. Il a entré jusqu'au fond des villages. Il avait été aidé en cela par Charles Atangana, qui était le chef indigène le plus influent de l'époque. Parce que, au départ, parce que Jamo, comme il avait des microscopes, il fallait qu'il prenne quand même le temps. Les gens ne voulaient pas qu'on touche à leur, avec des préjugés à l'époque. C'est à peine si les gens acceptaient qu'on leur coupe un nombre. Et donc, Jamo, au départ, n'était pas accueilli avec enthousiasme dans les villages. Il a fallu que Charles Atangana s'implique pour que ce soit le cas. Et quand Jamo a pu entrer dans les villages, il a fait un premier recensement. Il allait avec les chiffres à Paris voir le docteur, le ministre des colonies à l'époque qui s'appelait Maginot. Il a sensibilisé la métropole sur le fait que si rien n'est fait, vous savez, les colonies étaient plus dues en termes de main-d'œuvre. Et avec une maladie comme la trypanosomiase, il était à craindre qu'il n'y ait plus suffisamment de main-d'œuvre pour les travaux en colonie. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et le ministre des colonies a donc autorisé la création de la mission permanente contre la lutte, en fait, mission permanente contre la maladie du sommeil. Il a affecté un budget de 3 millions de francs de l'époque à Jamo. Il lui a donné une troupe composée de 10 médecins de troupe coloniale. Les fonds seront renforcés continuellement et le personnel aussi.
que Jammeh répondait directement au ministère des colonies, alors qu'au Cameroun, il y avait une administration coloniale qui était coiffée par un haut commissaire qui s'appelait Marchand à l'époque. La corruption dont on se plaint aujourd'hui dans les pays africains, en fait, elle nous a été laissée par l'administration coloniale. Parce que ce haut commissaire et ses fonctionnaires en voulaient à Jammeh parce qu'il gérait tout seul cet argent qui était énorme. Il n'avait aucune base sur lui et donc ils attendaient le premier dérapage pour lui régler son compte. Et l'occasion leur en a été donnée avec la bavure de Bafia. Et donc, voilà des gens qui ont sacrifié le docteur Jammeh parce que leur but à eux était de mettre la main sur son organisation qui charriait d'énormes budgets. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu une lutte d'influence au Cameroun. C'est-à-dire que la fresque que je recrée dans ce livre, je n'ai pas beaucoup mis l'accent sur ce côté-là, mais il s'agit aussi de ça. Ça veut dire que pendant que les Bafias se révoltaient, bon, il n'y a pas eu de révolte Bafia. Mon roman théorise la révolte qui aurait eu à Bafia si l'information avait effectivement stipulé que ce Jammeh qu'on est en train d'abattre, parce que l'administration coloniale française a clairement abattu Jammeh, qui sera d'ailleurs arrêté. On va revenir sur la question. Mais on a tout fait. Pendant qu'on arrêtait Jammeh, pendant qu'on le débarquait, on le chassait du Cameroun, on a tout fait pour que les indigènes ne sachent pas pourquoi. Parce qu'il ne fallait pas justement courir le risque d'une révolte, parce que s'ils savaient que Jammeh tombe pour la bavure de Bafia. Donc, en fait, dans les archives de l'époque, quand personne ne parlait de bavure à l'époque, c'était la bilharziose, mais c'était surtout pas une bavure médicale. Mais l'administration coloniale, qui savait en quoi s'en tenir, en a profité pour chasser Jammeh du Cameroun afin de mettre la main sur sa mission, afin de gérer les fonds. C'est de ça qu'il s'agit. Cette lutte-là a été le drame de la vie de Jammeh, parce qu'en 1931, il va à l'exposition universelle de Paris et à son retour, il est débarqué à Dakar, enfermé pendant quelques mois. Et quand il est relaxé, il va au Burkina, comme je vous ai dit tout à l'heure, il travaille quelques mois et il rentre chez lui dans la Creuse. Il mourra en 1910. Il a enterré là-bas. Donc, pendant que Jammeh, lui, s'occupait de réparer les torts à Bafia et autres, Henri Monnier, qui avait été à l'origine de la bavure, n'était plus là. Il avait bénéficié d'un congé administratif de 6 mois. Donc, il était en France. Jammeh se débattait. En même temps, il devait trouver une solution au problème des aveugles et en même temps, il devait en répondre devant les autorités administratives qui en voulaient à son organisation. Voilà un peu les buts, voilà le contexte politique de l'époque qui n'était vraiment pas favorable à ça. Alors, est-ce que tu sais si du côté français, on parle du docteur Jammeh? On l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire qui est assez oubliée ou pas du tout connue au Cameroun, mais est-ce que du côté français, elle est connue, cette histoire? Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a une fondation Jammeh qui est gérée par ses descendants. Le scandale des aveugles de Bafia a été enterré par l'administration coloniale. Il a fallu vraiment les travaux des historiens africains comme Jean-Paul Badeau pour l'exhumer un peu. Et avec mon roman, je pense qu'on en parlera de plus en plus, car il sera commercialisé au Cameroun. Mais l'administration française a enterré ces archives. Vous savez, dernièrement, le président Hollande était au Cameroun. Et on a parlé de déclassifier certaines archives. Et tous les regards, quand on parle de déclassification d'archives, sont tournés sur la répression militaire qui avait été infligée aux maquisards de l'UPC, aux nationalistes camerounais qui demandaient une indépendance sans condition. Et les personnes ne se soucient des choses comme le scandale des aveugles de Bafia. Bon, mais il faut aussi comprendre que les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ont appris que Jammeh est venu au Cameroun. Il a vaincu la maladie du sommeil et d'ailleurs, il a une statue à sa gloire au centre-ville de Yaoundé. Voilà un peu la géographie de Jammeh au Cameroun.
Mhm. Alors qu'il y a plein de choses à dire. Il y en a de bonnes, il y en a de moins bonnes. Et du côté camerounais comme du côté français, en fait, l'affaire a été enterrée. Alors, nous allons bientôt arriver au terme de notre entretien, mais avant, j'ai encore 2 ou 3 questions à te poser. Est-ce que tu trouves que c'est juste d'appeler ton roman aujourd'hui, de le classer dans le genre roman historique? Moi, je l'ai fait sans te demander ta permission, mais est-ce que toi, tu estimes que, c'est juste de le faire? Bon, bien que je ne sois pas expert en la question, je ne vais pas parler d'histoire en tant qu'expert. Je me prévaux de la simple casquette de romancier, mais je pense quand même que j'ai réussi à camper un décor historique authentique qui m'a servi de toile de fond pour une histoire romanesque. Et en cela, ce roman ne serait pas, euh, il ne détonnerait pas dans un rayon de roman historique. Par rapport à tes anciens romans, tu as fait dans le fantastique aussi avec ceux qui sortent la nuit. Maintenant, tu es passé dans le roman historique. Pour toi, quelle est la particularité du roman historique? Bon, la principale difficulté, c'est que je n'avais plus de témoins vivants de l'affaire. Par contre, j'ai pu quand même parler à des gens qui ont vu les aveugles. Parce que, comme je vous disais, ces aveugles pullulaient encore à Bakia dans les années 70. Moi, je connais des gens qui ont vécu à Bakia entre 1965 et 1975, par exemple, que j'ai pu rencontrer, qui ont vu les aveugles de Bakia et qui ne savaient pas pourquoi il y avait tant d'aveugles dans le monde culinaire. C'est moi qui leur. Donc, j'ai eu des difficultés à avoir des témoignages, ce n'est pas possible. Et puis moi, l'histoire remonte quand même à 93 ans. Donc, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui ait vu le docteur Henri Monnier. Donc, c'est ma principale difficulté. Je n'avais pas de témoins directs. J'avais des témoins indirects. Il y a des gens qui me disaient que, bon, tu sais, dans mon village, moi, je suis, par exemple, de Mouko, c'est l'un des 17 villages d'Asia. Et chez nous, il y avait 40 aveugles dans un petit village. J'ai eu ce genre de témoignage. Mais la personne qui m'en parle ne sait pas. C'est à peine si elle imagine que les 40 villages étaient du fait de la filation. Donc, j'ai pu recueillir des témoignages indirects. Il n'y a pas beaucoup d'archives à pratiquer dans nos centres d'archivage. Et j'ai surtout pu compter sur les écrits de certains compagnons de Jameau sur les travaux de Jean-Paul Badeau. Et il y a beaucoup de petits éléments d'archives que je pouvais grappiller sur Internet. Et bon, j'ai fait des descentes sur le terrain parce qu'il fallait quand même que, pour le moins, je m'approprie de la géographie des lieux. Parce que Daniel, mon héroïne, allait marcher à pied de Yaoundé jusqu'à Bastia, 120 km. Il a bien fallu descendre sur le terrain pour s'approprier ne serait-ce que la géographie des lieux. Mon personnage, mon héroïne, Daniel Boudin, allait marcher à pied de Yaoundé à Bastia. Et elle devait, après Bastia, aller dans le village voisin qui s'appelait Doninguin. Et donc, il fallait un peu s'approprier la géographie des lieux que j'ai fait. Et en dehors de cette difficulté, j'ai pu reconstituer le village, les habillements. Il y a même, vous savez, il y a beaucoup de personnages dans le roman qui ne sont pas fictifs, hein, comme le sorcier Yambassa, qui a effectivement vécu. On a eu Vraiment? un sorcier qui a vécu et il y a une photo de ce sorcier. C'est donc, incroyable. Je tombais sur des petits contrats. Je lui ai trouvé un rôle dans le roman, mais Daniel est un personnage fictif. Le chef de Yambassa du roman est fictif, mais pas son sorcier. Il n'est pas fictif. Il a vécu. Mais où est-ce qu'on peut trouver sa photo? Elle est sur le net. Ah, d'accord. OK. Le chef de la circonscription administrative, Kournari, a vécu. Il a été chef de l'administration locale à Bastia et il est revenu dans les années 40 comme haut-commissaire à Yaoundé, au Cameroun. Il y a certains agents sanitaires qui ont vécu, donc c'est vraiment un mélange de fiction et de réalité. Mm-hmm. J'ai fait en sorte de me rapprocher le plus possible de la vérité historique.
je me suis servi de la biographie de Charles Atangana lui-même pour créer Edoa. Parce que dans la biographie de Charles Atangana, on apprend que sa maman s'appelait Edoa. Donc, ce nom appartient bien à leur famille. Mais le personnage d'Ebora Edoa n'a pas existé. C'est un personnage fictif. D'accord. Mais tout ce que je dis à propos de Charles Atangana dans le roman, c'est l'histoire. Hein. Charles Atangana il est vraiment revenu d'exil en 1921. Vous savez, il a accompagné les Allemands en 1916 dans leur débat. Il est allé en exil en Espagne. Tout ce que je dis là est authentique. Il a aidé Jameau dans son expansion dans les villages. C'est un personnage autrement important même dans l'histoire. C'est lui qui a, je peux dire, construit le premier plan d'urbanisation de la ville de Yaoundé. Parce qu'il avait fait 2 voyages en Allemagne où quand il revenait avec des croquis, et quand il arrivait, il réunissait les notables pour leur dire que bon, désormais, voilà comment il faut construire les maisons. C'est un personnage historique vraiment important. Et je crois qu'il est aussi très riche pour un romancier comme toi d'aller explorer ce type de personnage-là. Vous voyez bien l'usage que j'ai fait de Charles Atangana dans ce roman. Parce Absolument. Que, le personnage, et outre le peu qu'on nous en dit en classe, je pense qu'il faut vraiment des gens pour aller. Il y a beaucoup à dire sur Charles Atangana. Il n'était pas le personnage principal du roman, j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Il n'était pas le personnage central de l'intrigue, c'est pour ça que j'en ai dit, bon, mais le peu que j'en dis là, on comprend quand même que c'est quelqu'un d'intéressant. Ça en Amérique, un roman à lui tout seul, parce que à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. C'est le seul à l'époque qui était capable de pied à pied avec l'administration coloniale d'un côté et les chefs indigènes de l'autre. S'il y avait eu la révolte Bastia, la révolte Bastia, je théorise dans le roman. Je crois que ça aurait été vraiment important dans une mission d'apaisement comme cette. Très bien. Donc, est-ce que tu as un conseil à donner à des auteurs qui veulent se lancer dans ce style, dans le roman historique? Qu'est-ce que tu peux leur conseiller par rapport à ton expérience? Bon, du haut de ma petite expérience, je pourrais dire que bon, quand on parle de roman historique, il y a déjà l'histoire d'un côté et il y a le roman de l'autre. Il s'agit de faire la jonction entre l'histoire et le roman. Ça veut dire entre la vérité et le mensonge. Pas le mensonge. Alors, la partie historique... Donc, on va commencer par la partie historique. La partie historique, ce que je peux dire, c'est qu'il faut un peu sortir du manuel scolaire. Parce que le manuel scolaire, pour l'heure, ici chez nous, en Afrique, c'est un peu la chronique du colon. Vous voyez. Et donc, il faut pouvoir prendre du recul, sortir du manuel scolaire et aller au-devant des faits. Ce n'est pas facile maintenant parce qu'on ne trouvera plus de témoins. Mais c'est le prix à payer si on fait du moment historique. Il va falloir sortir des sentiers battus, de l'histoire convenue pour aller à la recherche de l'histoire, de se rapprocher le plus possible de ce que les faits étaient à l'époque. Pas du point de vue du colon ou du point de vue du livre d'histoire qui est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les faits doivent être recoupés, bien recoupés. Et dans le roman, il faut bien faire la part des choses entre la partie romancée et la partie historique. Les faits qui ne sont pas avérés, je pense qu'il vaut mieux les utiliser du côté romanesque de l'œuvre. Parce qu'on peut avoir des présomptions qui ne sont pas vérifiées, mais qui peuvent être utiles. Et là, il faut bien les mettre dans le côté romancé de l'histoire et non essayer de les faire passer pour des faits historiques. Donc, une certaine rigueur est de mise quand on s'attaque à un sujet de cette nature. On comprenne parfaitement où s'arrête l'histoire et où commence le roman, dans un roman historique. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut aimer l'histoire parce que ce n'est pas un exercice facile. Il faut aller exhumer des faits qui remontent parfois à 90 ans, voire à 3 siècles, comme je l'ai précédemment fait dans cette histoire dans la nuit. Il faut aimer
l'histoire. Il faut l'aimer parce que c'est pas une partie de plaisir, c'est difficile. Et quand on est romancier, on n'est pas forcément spécialiste d'histoire. Moi, si j'avais mes études à refaire, je ferais de l'histoire. Je me suis rendu compte que c'était très riche. Et surtout que je suis un nostalgique par nature. On a parlé de mon enfance tout à l'heure. Moi, j'ai une histoire, c'est plein de pépites pour un romancier. Et donc, quand on a pris de la distance avec les faits historiques de manière scolaire, quand on a recoupé avec exigence les faits, et quand on aime l'histoire en elle-même, je pense qu'on est bien parti. Très bien, merci pour ces conseils. Et dis-moi, est-ce que tu as des prochains rendez-vous, que ce soit des rendez-vous en ligne ou des rendez-vous dans le réel, bien que ce soit devenu un peu plus compliqué par rapport à la situation actuelle avec la pandémie pour les événements? Est-ce que tu as des dates qu'il faudrait qu'on retienne ou... Il faut dire que nous autres acteurs culturels, on est aussi de la pandémie. Oui. Parce qu'il y avait un calendrier qui s'est écoulé. Je devais aller au Mali pour des conférences, une année de questions. Je devais aller en France pour la promotion de ce livre. Ça n'a pas été possible. Et donc, ce type de rendez-vous, bref, on n'en fait plus rien. On est obligé de s'adapter. Et les rendez-vous que j'aime maintenant sont dans le parisien. Le premier, c'est déjà, nous parlons de celui-ci. Bien sûr, les 700 aveugles de Bafia, tout à fait. La version que je montre là, c'est celle qui est sortie en janvier 2020 à Paris. Et c'est la version Emmanuel Colas. Sauf que nous avons essayé de sanctuariser les droits africains, parce que le rapatriement des livres en Afrique n'est pas toujours possible. Et quand ils arrivent dans cette version, c'est coûte cher pour le droit local. Et donc, pour que ce livre puisse coûter un prix abordable, et on a pensé à 3 500 francs, nous avons mis ensemble quelques éditeurs du continent. Et ils sont en train de travailler actuellement pour produire un livre à 3 500 francs. Donc, c'est le premier rendez-vous que je peux donner. Est-ce que tu as déjà une période à laquelle tu sais que ça sortira, cette édition-là? Je ne peux pas encore avancer. Je ne saurais avancer une date actuellement au risque d'être obligé de mettre des livres en suite. Mais faire le moment venu. Et le moment venu, vous savez, dans le monde de l'édition, oui. Tant que le livre n'est pas en impression, on ne donne pas le rendez-vous. C'est vrai. Mais tiens-nous au courant et puis on va communiquer. Je ne manquerai pas. Le livre arrivera, le processus est irréversible. Le livre viendra, il viendra à 3 500 francs. Il sera l'œuvre de divers éditeurs du continent. Il va apparaître au Togo, il va apparaître en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée-Conakry et quelques documents. On n'a pas de quelques éditeurs du continent. Ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième, c'est que je suis dans les parties de leur participation en 2021. Donc, j'espère bien publier en 2021. Mais j'ai un autre joker dans l'approche, c'est que je suis sur un projet à court terme. Et là, je vous le donne en exclusivité d'une maison d'édition que je monte au Cameroun. Ah, ça, c'est génial. Je pense que dans le premier trimestre de 2021, on aura un roman de Moudlon, écrit par Moudlon, édité par lui-même et paru au Cameroun. Ça, c'est le promesse. Donc, voilà un peu la vie. Ah, mais ça, c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Mais déjà, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage et toutes mes félicitations parce que je sais que c'est pas facile de monter un tel projet. Et tiens-nous au courant. C'est avec plaisir qu'on partagera les informations avec nos lecteurs sur le magazine en ligne, avec nos auditeurs sur ce podcast, pardon. Et donc, pour terminer, si on veut te suivre, si on veut avoir les informations de Moudlon, on veut savoir ce qu'il fait, quelle est la dernière actualité, si on veut lui poser une question, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Quels sont tes réseaux sociaux? Déjà, je réponds toujours
aux sollicitations de tous mes lecteurs. Je prends le temps de répondre personnellement aux lettres et on peut me contacter déjà sur Facebook. Et là, on me contacte sous mon vrai nom, Sekbe Daniel Alain. Sekbe Daniel Alain. Alain. Sekbe qui s'écrit N-S-E-G-B-E. Oui, sur Facebook, vous pouvez me contacter via Messenger et je réponds toujours. Et sur mon fil, il y a mon actualité, les nouveautés et tout. Mais on peut aussi me contacter par Twitter, @Moutlon. Moutlon, en un mot, M-U-T-L-O-N. Précédé du signe arrobase. Ça, c'est sur Twitter. M-U-T-L-O-N. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos éditeurs avant qu'on ne se quitte? Ce fut un plaisir pour moi. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateforme. Vous savez, le bouquin, on a tendance à croire que les gens ne lisent pas. Que les gens ne lisent pas assez. Il y a même un cliché qui veut que quand on veut cacher quelque chose, il faut le mettre en. Alors moi, je bats en brèche ce cliché et je soutiens que c'est le livre qui ne circule pas assez. Et vous me donnez l'occasion de parler de livres et je vous ai parlé aussi d'un projet de maison d'édition que je vais lancer. C'est sera ma contribution à la circulation du bouquin parce que je n'ai pas l'impression que nous avons tout à fait compris ce qu'il faut faire chez nous en termes d'édition. Parce qu'on a beau fabriquer des bouquins, si on ne met pas en place des structures de diffusion, des structures de distribution et de promotion de bouquins, ça ne vaut pas la peine de les faire. Absolument. Donc, il faut reprendre le travail dès le début et je vais m'employer à démontrer au travers de mes romans que je vais écrire et de ceux que je vais éditer que les gens lisent au Cameroun et que les gens lisent en Afrique. Donc, c'est là que je vous remercie parce qu'à travers votre canal, j'ai pu passer déjà ce message, j'ai pu expliquer ce que je fais comme romancier et je tire un chapeau. Ce n'est pas facile pour vous non plus, c'est vrai pour la promotion de la lecture, de la littérature en général, surtout africaine. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On est tous dans le même bateau, hein, vous savez, chacun un peu dans son couloir, mais avec le même objectif. Et puis, on essaye de se tenir, de se serrer les coudes. Je te souhaite vraiment beaucoup de courage, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et n'hésite pas à revenir dans notre podcast si tu as un nouveau projet, si tu as un nouveau roman. Pour ta maison d'édition, reviens aussi nous en parler un peu plus. Ce serait intéressant de savoir quelle est ta spécialité dans la maison d'édition. Et ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. J'ai beaucoup appris, j'espère mes auditeurs aussi. Et j'invite tout le monde à lire ton roman. C'est un petit bijou et bravo encore. Merci. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.